Chaque année, des centaines de personnes disparaissent dans les parcs nationaux américains. La plupart sont retrouvées vivantes ou mortes. Mais certains cas défient toute logique. Des personnes s'évanouissent dans la nature, ne laissant derrière elles que quelques effets personnels éparpillés et des questions sans réponse. Septembre 2006, Parc national olympique. Un jeune couple disparaît de sa tente pendant la nuit. Leurs vêtements sont retrouvés enroulés autour d'un arbre à 5 km du campement. Mai 2009, Arches. Un ingénieur de Denver se rend à pied à l'arche touristique et ne revient jamais. Ses effets personnels sont retrouvés à 3 endroits différents où il n'aurait physiquement pas pu se trouver. Juillet 2012, Shenandoah. Un homme se rend à la rivière pour se laver le visage pendant 15 minutes. Une heure plus tard, sa chemise a été retrouvée accrochée à une branche en amont, mais son corps est introuvable dans les eaux calmes. 3 histoires, 3 parcs nationaux. 3 disparitions ont contraint le service des parcs à classer les documents et à modifier les protocoles de recherche. Ce que vous allez entendre ne s'est jamais officiellement produit. Dans la nuit du 19 septembre 2006, quelque chose a emporté 2 jeunes gens de leur campement dans le parc national olympique. 3 jours plus tard, leurs effets personnels ont été retrouvés à 3,5 km du campement, enroulés autour d'un pin à 2 mètres du sol, dans une zone que les chercheurs avaient déjà fouillée 2 fois. Ce qui s'est passé ensuite a incité le service des parcs à classer les dossiers pendant 20 ans. Alex Winter travaillait comme mécanicien dans un garage automobile à Portland. Karen Mills était infirmière dans une clinique locale. C'était des gens ordinaires qui se fréquentaient depuis 2 ans et qui prévoyaient de se marier au printemps suivant. Le 18 septembre, ils se sont inscrits au parc national olympique pour un séjour de 2 jours en camping au lac Ozay. Le gardien Daniel Crawford se souvient encore de leur inscription. Le jeune couple, souriant et portant des sacs à dos, lui a demandé quels étaient les meilleurs endroits pour se garer. Il les a dirigés vers la rive nord du lac, où se trouvaient plusieurs emplacements équipés. Ils ont été vus vivants pour la dernière fois vers 19h le même jour. Une famille de Tacoma, qui campait sur un emplacement voisin, a déclaré aux enquêteurs que le couple était assis près du feu et discutait tranquillement. La femme préparait à manger dans un bol en métal. L'homme empilait du bois de chauffage, une scène courante dans n'importe quel camping. Le matin du 19 septembre, les voisins n'ont entendu aucun bruit provenant de leur campement. À midi, l'absence de signes de vie a commencé à les inquiéter. Lorsqu'ils se sont approchés, la scène leur a semblé étrange. La tente était intacte et la fermeture éclair de l'entrée était de fermer. À l'intérieur, les sacs de couchage étaient froissés, comme si quelqu'un s'était levé brusquement. Les sacs à dos étaient morts toujours là, ainsi que les documents, l'argent et les provisions alimentaires. Tout était là. Ils auraient dû avoir des chaussures aux pieds, mais leurs bottes étaient soigneusement rangées à l'entrée de la tente. Le feu était complètement éteint. Les cendres étaient froides, indiquant que le feu s'était éteint plusieurs heures auparavant. Un bol en métal contenant le dîner non consommé était posé sur une table pliante. La nourriture qu'il contenait était fraîche et ne présentait aucun signe d'avoir été touchée par des animaux. La famille de Tacoma a immédiatement prévenu le garde forestier. À 3h de l'après-midi, une opération de recherche officielle avait commencé. Les recherches initiales ont couvert un rayon de 2 km autour du campement. 12 gardes forestiers et bénévoles ont ratissé les rives du lac, les sentiers et les zones densément boisées. Aucune trace n'a été trouvée. Le sol était assez meuble après les récentes pluies, mais aucune empreinte de pied nu
ni aucun signe de lutte n'ont été trouvés. Le deuxième jour, les recherches ont été étendues à 5 km. Des chiens pisteurs du bureau du district ont été amenés sur place. Les chiens ont suivi la piste depuis la tente, mais l'ont perdue après une centaine de mètres en direction de la forêt plus dense. Plus rien. C'était comme si les gens s'étaient simplement évaporés. Le responsable des opérations de recherche, le garde forestier Michael Thorns, a admis plus tard qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 15 ans de carrière. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces dans un espace clos, en abandonnant toutes leurs affaires. Surtout s'ils sont des randonneurs expérimentés, comme l'étaient Alex et Karen, qui avaient donc déjà effectué de nombreuses randonnées dans les montagnes Cascades. Au 3e jour des recherches, la zone avait été étendue à 8 km. 40 personnes participaient désormais à l'opération, y compris des spécialistes du sauvetage en montagne. Ils ont passé au peigne fin chaque ravin, chaque crevasse, vérifié les cabanes abandonnées et les anciennes boulevard mines. Et puis, ils ont trouvé le premier indice. Tom Harris, un bénévole, a fouillé une zone forestière dense à 5 km au nord-est du campement. Le terrain était difficile, pente raide, arbres peu tombés, sous-bois épais. C'était une zone qui avait déjà été inspectée le 2e jour des recherches. À environ 2 mètres de hauteur, enroulée autour d'une grosse branche d'un vieux sapin, était suspendue une veste pour homme, bleu foncé, en polaire. Dans la poche intérieure se trouvait la clé d'une Honda Civic de 1988, la voiture d'Alex. La veste était suspendue comme si elle avait été délibérément attachée à la branche. Il n'y avait aucune déchirure, ni marque à l'endroit où elle s'était accrochée à l'écorce. Le tissu était propre, sans saleté ni feuilles. Harris a immédiatement appelé ses supérieurs. La zone a été bouclée et des photos ont été prises. Une recherche minutieuse a commencé dans un rayon de 200 mètres autour de la découverte. 1 kilomètre plus bas sur la pente, ils trouvèrent un deuxième objet, la moitié d'un jean pour femme, exactement la moitié. La jambe avait été soigneusement déchirée le long de la couture, de la taille au genou. Le tissu semblait usé, comme s'il avait été traîné sur le sol pendant longtemps. Aucune trace de sang, aucun autre vêtement, aucun signe indiquant que quelqu'un était passé par là. Les recherches se sont poursuivies pendant 1 semaine supplémentaire. Chaque mètre carré dans un rayon de 11 km a été inspecté. Un hélicoptère, des caméras thermiques et des chiens supplémentaires ont été mobilisés. Le résultat fut nul. L'affaire a été officiellement classée 1 mois plus tard avec la mention « Disparition suite à un accident dans la nature ». Les familles ont reçu des condoléances standards et la recommandation d'engager un détective privé si elles souhaitaient poursuivre les recherches. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 1 an plus tard, le garde forestier Thorns a reçu un appel téléphonique anonyme. Une voix masculine, clairement locale d'après son accent, lui a donné les coordonnées d'un endroit situé à 16 km du lac Ozette. Il a dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le sol à cet endroit. Thorns est allé vérifier. L'endroit était situé au cœur de la forêt, où les touristes s'aventurent, rarement. Il s'agissait d'une petite clairière, entourée de vieux cèdres. Dans la clairière se trouvait une parcelle de terre d'environ 3 mètres carrés, où l'herbe ne poussait pas. Le sol était sombre, comme brûlé, mais il n'y avait aucune trace d'incendie. Thorns a prélevé des échantillons de sol et les a envoyés au laboratoire. Les résultats ont montré une acidité accrue, mais aucune toxine ni aucun produit chimique. Un biologiste de l'Université de Washington a expliqué ce phénomène comme un processus naturel de décomposition organique. Mais Thorns remarqua un autre détail. Tout autour de la zone brûlée, dans le sol meuble de la forêt, il y avait des empreintes. Elles n'étaient ni humaines, ni celles d'un animal connu. Elles étaient rondes, d'environ 6 pouces de diamètre,
avec 5 rainures profondes sur le pourtour. C'était comme si quelque chose de grand et de lourd s'était tenu là, appuyé sur des membres griffus. Thorns fit des moulages en plâtre, mais ne les enregistra officiellement nulle part. Au cours de l'hiver de la même année, des rapports ont commencé à arriver de la part des habitants locaux. Un fermier de la ville de Forks a déclaré que son bétail était agité la nuit. Les vaches se blottissaient les unes contre les autres et les chevaux refusaient de sortir dans les pâturages éloignés. Un chasseur a trouvé un cerf mort dans la forêt. L'animal était couché sur le dos comme s'il avait été soigneusement déposé là. Aucune blessure, aucune trace de prédateur. Un vétérinaire de Port Angeles a pratiqué une autopsie sur un animal mort d'un arrêt cardiaque. Un mâle de 2 ans en bonne santé. Un autre chasseur a signalé des bruits étranges dans la forêt. Pas des grognements, pas des hurlements, mais plutôt comme un bourdonnement à basse fréquence que l'on ressent davantage avec le corps qu'avec les oreilles. Le bruit a duré plusieurs minutes, puis s'est arrêté. Thorns a lancé sa propre enquête non officielle. Il a étudié des cartes et comparé tous les rapports. Une image intéressante s'est dégagée. Tous les incidents se sont produits dans un rayon de 25 km autour du lac Ozette. Tous la nuit. Tous dans des zones où les gens se rendent rarement. Thorns a contacté ses collègues d'autres parcs nationaux. Il s'est avéré que des cas similaires de disparition de touristes avaient été enregistrés à Olympic tous les 2 ou 3 ans. Toujours des couples ou des petits groupes. Toujours sans laisser de traces. Toujours avec des effets personnels retrouvés dans des endroits inattendus. Quelques jours plus tard. Ces cas étaient consignés, mais jamais compilés dans des statistiques globales. Personne ne cherchait à dégager des tendances. En 2008, Thorns a été muté dans un autre parc. Officiellement, c'était à sa demande. Officieusement, c'était après qu'il eut tenté de soulever la question des disparitions systématiques lors d'une réunion de la direction du service des parcs. Il a été remplacé par un garde forestier qui suivait strictement les instructions et ne posait pas de questions inutiles. La dernière fois que l'on se souvint de l'affaire Winter et Mills, c'était en 2011. Un groupe d'étudiants en biologie de Seattle menait des recherches dans la région du lac Ozette. L'un d'entre eux, Dave Connor, était resté à la traîne du groupe pendant qu'il étudiait des échantillons de sol. Quand ils se rendirent compte de sa disparition, ils se lancèrent à sa recherche. Ils le retrouvèrent 6 heures plus tard, à 5 km de l'endroit où il était censé se trouver. Connor était assis au pied d'un grand cèdre, le regard fixe, insensible aux voix. Il a été transporté à l'hôpital de Port Angeles. Physiquement, il allait au bien, mais il a été incapable de parler de manière cohérente pendant plusieurs jours. Lorsqu'il a retrouvé l'usage de la parole, Connor a raconté une histoire étrange. Il a dit qu'il étudiait des échantillons de mousse lorsqu'il a entendu un bruit, grave, vibrant, comme s'il venait du sous-sol. Puis, il y a eu une odeur, douceâtre, putride, mais pas comme celle de la décomposition. Connor s'est dirigé vers la source de l'odeur. Ses souvenirs s'arrêtent là. La seule chose dont il se souvient ensuite, c'est d'être assis sous un arbre, entouré de sauveteurs. Un examen médical n'a révélé aucune blessure ni exposition à des produits chimiques. Un psychiatre a diagnostiqué une amnésie dissociative temporaire, probablement causée par le stress lié au fait de s'être perdu. Mais certains détails n'ont pas été mentionnés dans le rapport officiel. Les vêtements de Connor étaient propres, comme s'ils venaient d'être lavés. Ses bottes étaient exemptes de saleté, alors qu'il avait passé 6 heures dans la forêt. Il n'y avait aucune égratignure due à des branches ou à des insectes sur ses mains ou son visage. Et encore une chose. Lorsque Connor a été retrouvé, un bol en métal se trouvait à côté de lui. Il était exactement identique à celui qu'Alex Winter et Karen Mills utilisaient pour leur repas. Le bol a été saisi comme preuve, mais 1 semaine plus tard, il a disparu du dépôt. L'explication officielle était une erreur de catalogage.
Dave Connor a obtenu son diplôme universitaire et est devenu écologiste en Californie. Il refuse de répondre aux questions concernant cette journée. L'affaire Winter et Mills reste officiellement ouverte, mais les recherches actives ont été interrompues en 2007. Les documents ont été transférés aux archives et classés pour 20 ans, conformément aux instructions internes du service des parcs nationaux. Le lac Ausey est toujours très prisé des touristes. Chaque année, des centaines de personnes y installent leur campement. La plupart rentrent certis chez eux avec les impressions habituelles d'un séjour dans la nature. Mais les gardes forestiers locaux connaissent une règle qui ne figure dans aucun manuel d'instruction. Si des touristes signalent un faible bourdonnement dans la forêt ou une étrange odeur sucrée, ils sont immédiatement transférés vers d'autres campings, loin de la rive nord du lac. Les familles d'Alex Winter et de Karen Mills attendent toujours des réponses. Les détectives privés qu'elles ont engagés n'ont rien trouvé de nouveau. Cette affaire reste l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire du parc national olympique. Ce qui est arrivé au jeune couple cette nuit de septembre 2006 est un secret que le service des parcs préfère garder. Le 3 mai 2009, un homme a disparu dans le parc national des Arches. 4 jours plus tard, ses effets personnels ont commencé à réapparaître dans des endroits où il n'aurait jamais pu se trouver. Les recherches ont duré 2 semaines et n'ont donné aucun résultat. Travis Howell semblait s'être évaporé dans le désert, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse. Travis Howell travaillait comme ingénieur-concepteur pour une entreprise de construction à Denver. Il avait 36 ans, était divorcé et n'avait pas d'enfant. Ses collègues le décrivaient comme une personne fiable et méthodique qui ne prenait pas de décisions spontanées. En 10 ans de travail, il n'avait jamais été en retard à une réunion et avait toujours prévenu à l'avance de ses projets. Le 1er mai, il a pris 1 semaine de vacances. Il a dit à sa secrétaire qu'il partait faire une randonnée en solo dans l'Utah et qu'il serait de retour dans 7 jours. Il n'a pas précisé l'itinéraire, mais a mentionné le parc national des Arches. Howell est arrivé au parc tôt le matin du 2 mai. Il s'est inscrit au camping Devil's Garden et s'est vu attribuer l'emplacement numéro 43. Le gardien Jim Kelly se souvient de son inscription. Un homme d'âge moyen, aux tempes grisonnantes, soigné et poli. Il s'est renseigné sur la difficulté des sentiers et l'heure de fermeture du centre d'accueil. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans incident. Les voisins du camping ont vu Howell le matin. Il se levait tôt, préparait du café sur un réchaud portable et étudiait une carte de la région. Il avait l'air d'un randonneur expérimenté, avec un équipement de haute qualité et un comportement confiant. Le matin du 4 mai, il s'est approché de la tente de la famille Johnson, originaire d'Arizona. Il leur a dit qu'il prévoyait de marcher jusqu'à Double Eau Arch, un itinéraire touristique populaire d'environ 5 km. Il leur a demandé de surveiller ses affaires s'il ne revenait pas dans la soirée. Il était 8 heures du matin. L'itinéraire menant à Double Eau Arch est considéré comme modérément complexe. C'est un sentier bien balisé, très apprécié des touristes. En moyenne, l'aller-retour prend 4 heures, pause photo comprise. Le temps était parfait ce jour-là. Ciel dégagé, température d'environ 20 degrés et pas de vent. Howell devait être de retour à 14 heures. À 16 heures, les Johnson ont commencé à s'inquiéter. À 18 heures, ils ont prévenu le garde forestier. Les recherches ont commencé à 19 heures. 2 gardes forestiers ont parcouru à pied tout le trajet jusqu'à Double Eau Arch et sont revenus avec des lampes de poche. Aucun signe de Howell. Le sentier était sec et les traces qui s'y trouvaient étaient mélangées à celles des nombreux touristes
qui était bientôt passé pendant la journée. Le lendemain, les opérations de recherche ont été élargies. 8 gardes forestiers, 4 volontaires de l'équipe locale de recherche et de sauvetage et 2 spécialistes de l'escalade ont ratissé non seulement la route principale, mais aussi les embranchements latéraux, les ravins et les niches rocheuses. La zone de recherche couvrait 8 km² autour du sentier menant à Double Eau Arch. Il s'agissait d'un terrain rocheux et désertique, typique de cette partie de l'Utah. Des falaises de grès rouge, des buissons clairsemés, une végétation minimale. Le terrain était dégagé, ce qui rendait difficile de s'y cacher. La première découverte a été faite le 2e jour des recherches. Le garde forestier Martin Flynn a inspecté une zone située à 2 km du sentier principal. Sous un petit rebord rocheux se trouvait une bouteille d'eau en plastique et un portefeuille en cuir noir. La bouteille était à moitié vide. Il y avait des empreintes digitales sur l'étiquette qui ont ensuite été confirmées par des experts comme appartenant à Howell. Le portefeuille contenait un permis de conduire, des cartes de crédit et 130 livres sterling en espèces. Tout était là, sans aucun signe de vol. Ce qui était étrange, c'était l'emplacement des objets. Ils se trouvaient sous un rebord à l'écart des sentiers, battus. Pour y arriver, il fallait délibérément quitter la route et marcher sur un terrain rocheux, accidenté. On ne sait pas pourquoi un randonneur expérimenté aurait voulu se rendre à cet endroit. Flynn examina attentivement le lieu de la découverte. Les rochers environnants étaient arides, sans trace de sang ni de lutte. Il n'y avait aucune empreinte de pas dans le sable. La corniche était haute d'environ 3 mètres, mais il n'y avait aucun signe de chute. Les objets étaient soigneusement disposés, comme s'ils avaient été placés là délibérément. Les recherches se sont poursuivies avec une énergie redoublée. Le lieu de la découverte est devenu le nouveau centre de la zone de recherche. Chaque crevasse et chaque grotte dans un rayon d'1 kilomètre ont été inspectés. Des chiens pisteurs ont été amenés de Salt Lake City. Les chiens ont suivi la piste à partir de l'endroit où le portefeuille a été trouvé, mais l'ont perdu après 300 mètres. Rien de plus. C'était comme si l'homme avait atteint un certain point et avait disparu. Au 4e jour des recherches, une 2e découverte fut faite. Sarah Connelly, une bénévole, fouilla une zone située à 3 km au nord de l'endroit où le portefeuille avait été trouvé. L'endroit était encore plus isolé, rarement fréquenté par les touristes. Dans un petit creux, entre des rochers rouges, sur du sable fin, gisait une paire de lunettes de soleil. Les lunettes étaient en parfait état. Les verres étaient propres, sans rayures, et la monture était intacte. Elle semblait avoir été retirée et soigneusement posée, là. Les empreintes digitales de Howell ont été trouvées sur les branches. Connelly a soigneusement examiné l'endroit où elles ont été trouvées. Le sable autour des lunettes était lisse, sans marque. Les rochers les plus proches ne présentaient aucune rayure ou éraflure pouvant indiquer que quelqu'un avait grimpé ou était tombé. Les lunettes se trouvaient exactement au centre d'une petite zone sablonneuse, comme si elles avaient été placées là délibérément. La distance entre les 2 découvertes était de 3 km en ligne droite, à travers un terrain rocheux, accidenté. À pied, ce trajet prendrait au moins 1 heure pour une personne en bonne condition physique. Mais pourquoi Howell aurait-il besoin de se rendre dans des endroits aussi reculés? Le chef des opérations de recherche, Dan McCarthy, a admis par la suite que le tableau ne collait pas. Un randonneur expérimenté ne laisse pas ses effets personnels dans des endroits aléatoires. Surtout un portefeuille et des lunettes, des objets sans lesquels il est impossible de poursuivre la randonnée. Au 7e jour des recherches, la zone avait été étendue à 16 km². Un hélicoptère, du matériel d'imagerie thermique et des spécialistes supplémentaires ont été mobilisés. Le résultat est resté le même. Aucune trace de Howell lui-même.
Tous les hôpitaux situés dans un rayon de 300 km ont été vérifiés. Sa famille et ses collègues, à Denver, ont été contactés, mais personne n'avait eu de nouvelles de Howell. Ses cartes de crédit n'avaient pas été utilisées et son téléphone portable était éteint. Le 10e jour, des spécialistes des cavités souterraines se sont joints aux recherches. La région des Arches est connue pour ses grottes cachées et ses dolines dans le grès. Peut-être Howell était-il tombé dans une crevasse inconnue. Des spéléologues ont exploré toutes les grottes connues dans un rayon de 8 km autour du lieu de la disparition. Ils ont utilisé un équipement spécial pour rechercher des cavités cachées. Ils ont trouvé plusieurs petites grottes qui n'étaient pas indiquées sur les cartes, mais toutes étaient vides. Au bout de 2 semaines, les recherches officielles ont été interrompues. L'affaire a été reclassée comme disparition dans des circonstances inexpliquées. Howell a été déclaré disparu. La famille a engagé un détective privé de Denver. Le détective Robert White a mené sa propre enquête, interrogé tous les témoins et étudié la zone. Ses conclusions n'étaient pas différentes de celles des autorités. L'homme avait disparu sans laisser de traces. White a remarqué un détail qui avait été omis dans le rapport officiel. Les Johnson ont mentionné que le matin du 4 mai, avant de partir pour sa tournée, Howell avait reçu un appel téléphonique. Il a parlé à voix basse et la conversation a duré plusieurs minutes. Après l'appel, il semblait inquiet. Les lires et relevés téléphoniques ont montré un appel entrant à 7 heures du matin, provenant d'un numéro enregistré sous un nom inexistant. Le numéro a été déconnecté le lendemain de la disparition de Howell. L'opérateur de téléphonie mobile n'a pas été en mesure de fournir d'informations supplémentaires sur le propriétaire. C'est le seul détail mystérieux de l'affaire. Tout le reste ressemblait à une disparition normale dans la nature, à l'exception de l'emplacement étrange des objets retrouvés. 1 an plus tard, des équipes de recherche bénévoles ont fait une nouvelle tentative. Elles ont étendu la zone de recherche à 25 km² et ont utilisé de nouveaux équipements. Le résultat a été le même. Rien. En 2011, un autre touriste a disparu dans la même région. Michael Turner, 42 ans, originaire du Colorado, est également parti en randonnée seul et n'est pas revenu. Ses effets personnels ont été retrouvés à 3 endroits différents, distants de plusieurs kilomètres. Turner lui-même n'a pas été retrouvé. L'administration du parc n'a fait aucun commentaire sur un éventuel lien entre ces 2 affaires. Officiellement, chaque disparition est traitée comme un incident distinct. En 2015, un message d'un utilisateur anonyme est apparu sur l'un des forums destinés aux amateurs de randonnée. L'auteur affirmait avoir travaillé comme garde forestier à Arches pendant la période de la disparition de Howell. Il a écrit au sujet de découvertes étranges qui n'étaient pas mentionnées dans les rapports officiels. Selon cet utilisateur anonyme, les gardes forestiers ont trouvé des traces d'un campement dans la zone où les lunettes de Howell ont été retrouvées. Il y avait un cercle formé par un feu de camp, de l'herbe piétinée et des traces de tentes. Cependant, cet endroit n'était pas indiqué comme site de camping autorisé sur les cartes officielles. Le message a été supprimé quelques heures plus tard. L'administration du parc a déclaré ne disposer d'aucune information sur ces découvertes. L'affaire Travis Howell reste ouverte. Son nom a été ajouté à la liste des personnes disparues dans les parcs nationaux, une liste qui comprend des centaines de noms. Le chemin menant à Double Eau Arch est toujours très fréquenté par les touristes. Des dizaines de personnes l'empruntent, chaque jour. La plupart reviennent avec les impressions habituelles de la beauté des paysages désertiques. Mais parfois, les touristes signalent donc des découvertes étranges dans des zones reculées du parc. Des effets personnels dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Des traces de campement, là où le camping est interdit. Les gardes forestiers reçoivent régulièrement de tels signalements,
mais ils ne sont pas officiellement enregistrés. Ce qui est arrivé à Travis Howell le 4 mai 2009 reste un mystère. La seule chose dont on soit certain, c'est qu'il a quitté le camp en bonne santé ce jour-là et qu'il n'a jamais été revu. Le désert garde ses secrets. Dans les labyrinthes de pierres infinies d'Arches, il est facile de perdre non seulement son chemin, mais aussi toute trace de civilisation humaine. C'est peut-être ce qui est arrivé à cet ingénieur de Denver qui, un matin, a décidé de se promener jusqu'à la pittoresque arche et a disparu à jamais. Scott Myers est allé à la rivière pour se laver le visage et n'est jamais revenu. Ses traces s'arrêtaient au bord de l'eau et 1 heure plus tard, sa chemise à bédon a été retrouvée sur une branche à 300 mètres en amont. Les plongeurs ont cherché le corps pendant 2 semaines, mais n'ont rien trouvé. Dans la rivière calme de l'été, profonde d'1,5 mètre, l'homme a disparu sans laisser de traces. Scott Myers travaillait comme directeur commercial pour une entreprise de construction à Baltimore. Il avait 42 ans, était marié et avait 2 enfants adolescents. Chaque été, il partait en randonnée avec son jeune frère Dan et son fils. Cette fois-ci, ils avaient d'arto choisi le parc national de Shenandoah en Virginie. Ils ont installé leur campement au numéro 27 du terrain de camping de Big Meadows dans la soirée du 21 juillet. Ils avaient prévu d'y passer 3 jours pour explorer les sentiers environnants. Le temps était excellent, clair, chaud et sans pluie. Le matin du 22, ils ont fait une randonnée jusqu'aux chutes Dark Hollow. Scott semblait de bonne humeur, plaisantant avec son neveu et prenant des photos du paysage. Le soir venu, ils sont rentrés au campement fatigués, mais satisfaits. Après le dîner, vers 20h, Scott a dit qu'il voulait descendre à la South Fork Shenandoah River. Leur campement se trouvait à environ 1 demi-kilomètre de la rive. Il a essayé de se laver après une longue journée de randonnée. Son frère lui a proposé de l'accompagner, mais Scott a refusé, disant qu'il serait rapide et reviendrait bientôt. Dan Myers se souvient de l'heure exacte, 18h17. Scott a pris une serviette, du savon et a enfilé des tongs en caoutchouc. Le soleil n'était pas encore couché et la visibilité était bonne. Le sentier menant à la rivière était facile, bien tracé, sans passage difficile. 1 demi-heure s'écoula. Dan commença à s'inquiéter. Scott était un homme ponctuel et les prévenait toujours s'il devait être en retard. À 21h, son inquiétude s'était transformée en alarme. Dan et son fils se rendirent à la rivière pour chercher son frère. Le chemin était clairement visible dans les rayons du soleil couchant. Il n'y avait aucun obstacle, aucun endroit où l'on pouvait se perdre ou tomber. Au bord de la rivière, ils trouvèrent les tongs de Scott. Les 2 tongs en caoutchouc se trouvaient sur les galets peu profonds, au bord de l'eau. L'une était debout, l'autre était couchée sur le côté, comme si elle avait été jetée à la hâte. Une serviette et un savon gisaient à proximité. Dan appela son frère à voix haute. Sa voix résonna dans la vallée tranquille, mais il n'y eut aucune réponse. À cet endroit, la rivière était calme, profonde d'environ 1,5 mètre, avec un courant lent. La visibilité dans l'eau était bonne. Le fond était visible sur toute sa profondeur. Il n'y avait aucun signe de Scott dans l'eau. À 21h30, Dan a appelé les gardes forestiers. Le garde forestier de service, Thomas Krieg, est arrivé 20 minutes plus tard. Il a examiné les lieux, interrogé les témoins et immédiatement lancé les recherches. Les premières de recherche furent menées à l'aide de lampes de poche. Ils fouillèrent les berges en amont et en aval sur 1 kilomètre dans chaque direction. Ils éclairèrent l'eau, vérifièrent les buissons et examinèrent les endroits où une personne aurait pu glisser et tomber. Il n'y avait aucun signe de lutte sur la berge. Les cailloux étaient intacts, à l'exception de l'endroit où se trouvait l'ardoise.
Il n'y avait aucune empreinte de pas dans la terre meuble au bord de l'eau. Le lendemain matin, les recherches ont été élargies. Des gardes forestiers supplémentaires, des bénévoles et des chiens pisteurs ont été appelés en renfort. Les chiens ont suivi la piste depuis le campement, ont atteint l'endroit où l'ardoise avait été trouvée, puis l'ont perdue au bord de l'eau. 1 heure après le début des recherches, ils ont fait une découverte. À 300 mètres de l'endroit où se trouvait l'ardoise, elle trouva une chemise sur une branche de saule basse. C'était la chemise bleue à manches courtes en coton que Scott portait ce soir-là. La chemise était suspendue à environ 1 mètre au-dessus de l'eau. On aurait dit qu'elle avait été emportée par le courant et s'était accrochée à la branche. Le tissu était humide, mais pas trempé. Trouver la chemise en amont semblait logique, en supposant que Scott était tombé à l'eau et avait été emporté par le courant. Mais cette version posait plusieurs problèmes. Tout d'abord, le courant à cet endroit était très faible. La rivière coule lentement, sans rapide ni tourbillon. Une personne consciente aurait facilement pu rejoindre la rive, ou au moins s'agripper à quelque chose. Deuxièmement, si Scott avait été emporté en aval, comment la chemise s'était-elle retrouvée au-dessus de l'endroit où il était tombé à l'eau? Le capitaine Robert Stills, responsable des opérations de recherche, a fait appel à des plongeurs de Richmond, les CPIA. Spécialistes ont minutieusement examiné le lit de la rivière sur 3,5 km en amont et en aval du lieu de la disparition. Le lit de la rivière était principalement sableux, avec quelques zones rocheuses. La profondeur varie entre 1 demi-mètre et 2 mètres. Il n'y a pas de fosse mais profonde, où un corps pourrait se coincer. Il n'y a pas d'obstacle, ni de débris, sous l'eau. Les plongeurs n'ont rien trouvé. Au 4e jour des recherches, il est devenu évident que les méthodes standards ne fonctionnaient pas. Un hélicoptère a été affrété pour effectuer des recherches aériennes. La zone dans un rayon de 8 km autour du lieu de la disparition a été inspectée. Le pilote a signalé plusieurs objets d'eau suspects dans la forêt. Cependant, une vérification au sol a montré qu'il s'agissait d'arbres tombés et de formations naturelles. Le 6e jour, des spéléologues se sont joints aux recherches. La région de Shenandoah compte de nombreuses grottes calcaires, dont certaines sont reliées à des cours d'eau souterrains. Les spéléologues ont exploré toutes les grottes connues dans un rayon de 5 km. Ils ont trouvé plusieurs petites cavités, mais toutes étaient molles sèches et n'avaient aucun lien avec la rivière. Au bout d'1 semaine, les recherches officielles ont été interrompues. L'affaire a été classée comme une noyade, même si le corps n'a pas été retrouvé. La famille n'était pas d'accord avec la version officielle. Linda, la femme de Scott, a engagé des plongeurs privés. Ils ont effectué une inspection plus détaillée du lit de la rivière à l'aide de détecteurs de métaux et de caméras sous-marines. Le résultat était le même. Rien. Le détective privé David Clark a étudié tous les dossiers de l'affaire. Un détail a attiré son attention. Le rapport officiel mentionnait la présence de poils de chien sur la chemise trouvée sur la branche. Les Myers n'avaient pas de chien. De plus, aucun touriste accompagné d'un gros chien n'était enregistré au camping pendant ces jours-là. L'origine des poils restait incertaine. Clark a interrogé d'autres vacanciers qui se trouvaient dans le parc à ce moment-là. Une famille originaire d'un État voisin a mentionné avoir vu un homme avec un gros chien de race inconnue près de la rivière tôt le matin du 23 juillet. Mais il ne se souvenait d'aucun détail. Cet homme n'a jamais été identifié. En 2014, une touriste a disparu dans la même zone du parc. Maria Gonzalez, originaire de Washington, s'était rendue à la rivière pour chercher de l'eau et n'était pas revenue. Ses effets personnels ont été retrouvés sur la rive, mais pas son corps. Les plongeurs n'ont à nouveau rien trouvé. L'administration du parc ne fait aucun commentaire sur le lien éventuel entre ces deux affaires. Chaque disparition est considérée séparément. Dan Myers,
se rend toujours à Shenandoah chaque année à la date anniversaire de la disparition de son frère. Il se rend à cet endroit près de la rivière et y dépose des fleurs. Il espère trouver de nouveaux indices ou obtenir des réponses. Parfois, une personne peut disparaître dans les endroits les plus ordinaires. Une rivière calme, un chemin bien tracé, un temps clair. Et pourtant, il n'y a toujours que des questions sans réponse. Où que vous soyez en écoutant cette histoire, rappelez-vous, la nature n'est pas toujours prévisible, même lorsqu'elle semble sûre. C'est tout pour le moment, mes amis. Donnez un pouce vers le haut si vous avez trouvé cela intéressant. Laissez vos commentaires et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Les parcs nationaux des États-Unis ne se résument pas à la beauté de la nature sauvage et à la grandeur des montagnes. Ce sont aussi des lieux où des personnes disparaissent comme si elles avaient été effacées de la réalité elle-même. Tommy Nash s'était éloigné de seulement 150 mètres pour aller chercher de l'eau et s'est revenu. 2 mois plus tard, convaincu que seulement 15 minutes s'étaient écoulées. Janet Woods a disparu sous les yeux de son ami dans l'enfer géothermique de la Seine, ne laissant derrière elle qu'une ceinture brûlée et des traces de pas nus menant nulle part. Et Jack Billings est parti à la rencontre de l'aube dans les montagnes du Wyoming et a fait un pas dans le vide. Ses traces se sont arrêtées sur un plateau aride. 3 semaines plus tard, seule une boussole aura été retrouvée au centre d'un cercle mort. Ces histoires ont un point commun. Plus les sauveteurs trouvaient d'indices, moins cela avait de sens. Pour tout parent, c'est la peur ultime. Le moment où vous détournez le regard et quand vous le relevez, votre enfant a disparu. En général, cette peur ne dure que quelques secondes de panique, jusqu'à ce que vous le retrouviez derrière un arbre voisin. Mais pour la famille Nash, ces quelques secondes se sont transformées en 2 mois interminables. En août 2011, Thomas Nash, 15 ans, que tout le monde appelait Tommy, a quitté la tente familiale dans le parc national de Sequoia pour aller chercher de l'eau à un ruisseau. Le ruisseau n'était qu'à 150 mètres. Il a disparu en moins de 10 minutes. Les recherches n'ont donné que des indices étranges et impossibles à expliquer. Sa veste, tendue sur une fine branche à plus de 3 mètres du sol, et des traces d'argile étrangère dessus. Puis, 62 jours plus tard, alors que tout espoir était perdu, Tommy Nash était sorti de la forêt. Il allait parfaitement bien et était terrifié de voir que son campement avait disparu. Selon son propre récit, il n'était parti que 15 minutes. La famille Nash, originaire de Phoenix, en Arizona, était venue en Californie pour passer ses vacances d'été. Ce n'étaient pas des touristes passionnés, mais plutôt une famille ordinaire qui avait décidé de troquer les paysages désertiques contre la fraîcheur et la grandeur des forêts géantes du parc national de Sequoia. À la mi-août, ils ont installé leur campement dans l'un des terrains de camping officiels. L'endroit était idyllique, des séquoias géants ressemblant aux colonnes d'un temple antique, l'odeur des aiguilles de pin et le murmure apaisant d'un ruisseau voisin. Le 22 août était leur 2e jour dans le parc. Vers le soir, alors que le soleil commençait à se coucher derrière la cime des arbres, peignant le ciel de nuances oranges et violettes, la famille s'affairait à installer le campement. La mère de Tommy préparait le dîner et son père allumait un feu. Ils avaient besoin d'eau fraîche provenant du ruisseau, qui coulait à seulement 150 mètres de leur tente. Le chemin qui y menait était clairement visible. Tommy, âgé de 15 ans, se porta volontaire pour y aller. Il prit un bidon en plastique
et sa petite lampe de poche All-Lead, car le crépuscule tombait déjà à l'ombre des arbres géants. Son père lui dit d'être prudent et de revenir rapidement. Ce fut la dernière fois qu'ils le virent pendant les 2 mois qui suivirent. Ses parents continuèrent tous leurs activités. Ils entendirent le bruit du ruisseau et virent les derniers tons rayons du soleil filtrer à travers la cime des arbres. 5 minutes passèrent, puis 10. Le père de Tommy, se sentant légèrement inquiet, l'appela. Il n'y eut pas de réponse. Il l'appela à nouveau, plus fort. Silence. Seul le crépitement du feu et le bruit de l'eau se faisaient entendre. Son sentiment de malaise se transforma instantanément en peur. Son père attrapa une torche et courut le long du sentier menant au ruisseau. La scène qu'il découvrit là était à la fois rassurante et effrayante. Leur bidon en plastique, à moitié plein, se trouvait sur la rive du ruisseau. Cela signifiait que Tommy avait atteint sa destination, mais le garçon lui-même était introuvable. Son père cria son nom encore et encore. Ses cris furent étouffés par la vaste forêt indifférente. De retour au campement, lui et sa femme prirent la bonne décision. Donner immédiatement l'alerte. Heureusement, il y avait un gardien au camping qui contacta le poste central des gardes forestiers par radio. En moins d'1 heure, les premiers sauveteurs arrivèrent sur les lieux. À la tombée de la nuit, les opérations de recherche commencèrent. De puissants faisceaux lumineux transperçaient l'obscurité et les voix des gens résonnaient entre les troncs d'arbres géants. La nuit n'apporta aucun résultat. À l'aube, les recherches reprirent avec une vigueur renouvelée. Des dizaines de bénévoles et de maîtres chiens, accompagnés de leurs chiens, se joignirent à l'opération. La zone fut méthodiquement passée au peigne fin, carré par carré. La première découverte a été faite vers midi. À environ 50 mètres du ruisseau, à l'écart du sentier, la lampe torche de Tommy gisait dans les aiguilles de pin tombées. Elle était éteinte. Elle n'était pas endommagée, et il n'y avait aucun signe de lutte autour d'elle. Elle était simplement posée sur le sol, comme si elle avait été laissée ou placée là. Les chiens, qui avaient jamais suivi la trace de Tommy jusqu'au ruisseau, ont commencé à s'agiter lorsqu'ils ont atteint cet endroit et ont finalement perdu la trace. Mais la découverte la plus étrange et la plus inexplicable attendait les chercheurs plus loin. L'un des volontaires, qui fouillait les broussailles épaisses, leva accidentellement les yeux et aperçut une tache bleue, vif, sur un jeune pin. C'était le coupe-vent de Tommy. Mais comment était-il arrivé là? Cela défiait toute explication logique. La veste était tendue sur une branche fine et souple, à une hauteur qui fut plus tard mesurée à 3 mètres et 2 dixièmes. La branche était trop fine pour supporter le poids d'un adolescent essayant de grimper à un arbre. Il n'aurait pas pu la lancer là avec une telle précision. Elle n'était pas simplement accrochée à la branche, elle était soigneusement placée là, comme si quelqu'un ou quelque chose d'une taille énorme l'avait retirée du garçon et l'avait suspendue là. La veste n'était pas endommagée, mais des traces d'argile rougeâtre ont été trouvées sur les manches et dans le dos. Les gardes forestiers qui ont examiné le site étaient perplexes. Ils ont fait appel à un géologue qui travaillait dans le parc. Sa conclusion était catégorique. Le sol de cette zone est constitué de granit décomposé et de limon. Il n'y a pas d'argile de cette teinte rougeâtre ici, et il n'y en a jamais eu. Les bons gisements d'argile, les plus proches, se trouvaient à des centaines de kilomètres, dans une zone géologique complètement différente. Ainsi, à la fin de la première journée de recherche, les sauveteurs disposaient de 3 faits. Le garçon avait disparu, laissant derrière lui une gourde à moitié pleine. Sa lampe torche gisait sur le sol, à 50 mètres du ruisseau, et sa veste, tachée d'argile étrangère, était suspendue à une fine branche à plus de 3 mètres du sol. Aucun de ces indices ne semblait indiquer un cas typique de touriste égaré. Ils indiquaient tous quelque chose d'étrange, d'illogique et d'effrayant.
Les recherches se poursuivaient, mais personne ne pouvait deviner quelle tournure prendrait cette histoire. Les indices étranges, la veste sur l'arbre et l'argile étrangère semaient la confusion dans les opérations de recherche. Les protocoles standards se révélaient inutiles. La théorie selon laquelle le garçon s'était simplement perdu s'effondrait. La version de l'attaque animale ne résistait pas non plus à un examen minutieux. Il n'y avait aucune trace de sang, ni aucun signe de lutte. Il ne restait plus que l'enlèvement. Mais cette version était également pleine d'incohérences. Pourquoi un ravisseur aurait-il retiré la veste de sa victime et l'aurait-il suspendue à 3 mètres du sol? Et comment aurait-il pu se glisser dans le camp animé sans se faire remarquer et emmener l'adolescent aussi discrètement? Malgré ces bizarreries, les recherches se poursuivirent avec une intensité croissante. L'histoire de Tommy Nash fit la une des journaux nationaux. Des centaines de bénévoles venus de toute la Californie affluèrent vers le parc. Des groupes à pied et à cheval ont ratissé la zone et des hélicoptères ont survolé la cime des arbres. Une photo de l'adolescent souriant et couvert de taches de rousseur a été affichée sur tous les lampadaires et dans tous les magasins dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ses parents, accablés de chagrin, se sont présentés chaque jour devant la presse, suppliant qu'on leur rende leur fils ou qu'on leur donne des informations. Mais la forêt est restée silencieuse. Les semaines ont passé et aucun nouvel indice n'est apparu. Aucun autre vêtement ni aucune autre trace n'ont été trouvés. Une vaste équipe de recherche, équipée des technologies les plus modernes, a ratissé l'un des parcs nationaux les plus célèbres des États-Unis sans trouver le moindre indice sur le sort du garçon. C'était comme lutter contre un fantôme. À la fin du mois de septembre, 1 mois après sa disparition, l'opération de grande envergure a commencé à s'essouffler. Les sauveteurs professionnels étaient méconnaissaires ailleurs. Les bénévoles, désespérés, sont rentrés chez eux. L'espoir s'amenuisait. À la mi-octobre, les recherches ont été officiellement suspendues. Dans son rapport final, le shérif du comté de Tulare a écrit que, malgré des efforts sans précédent, il n'avait pas été possible de déterminer où se trouvait Thomas Nash. Il a été déclaré présumé mort. Pour sa famille, c'était le verdict le plus terrible qui soit, un verdict sans corps, sans réponse, sans conclusion. Et puis, alors que l'histoire commençait à s'estomper dans les mémoires, devenant une tragédie statistique parmi tant d'autres, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le 23 octobre, 62 jours après la disparition de Tommy, un chauffeur routier s'est arrêté à une station-service sur l'autoroute menant hors du parc. Il a vu un adolescent marcher sur le bord de la route, l'air confus. Le garçon était vêtu d'un t-shirt fin et d'un jean, clairement inadapté au temps frais d'octobre. Il avait l'air effrayé et désorienté. Le chauffeur l'a reconnu. C'était le visage qui figurait sur des milliers d'affiches. C'était Tommy Nash. Il a arrêté sa voiture et a appelé le garçon avec précaution. Tommy s'est approché de lui et lui a posé une question qui a choqué l'homme. « Monsieur, savez-vous où tout le monde est parti ? Je suis allé au ruisseau pour chercher de l'eau et quand je suis revenu, la tante, mes parents, la voiture, tout avait disparu. » Sa voix tremblait. Il était sûr que moins de 20 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté le campement. Le conducteur a immédiatement appelé le 911. La nouvelle que Tommy Nash avait été retrouvé vivant s'est répandue comme une traînée de poudre. C'était comme un miracle. Ses parents, qui étaient déjà rentrés en Arizona pour pleurer leur fils, se sont précipités en Californie. Mais l'euphorie initiale a été suivie d'une profonde et troublante confusion. Lorsque les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Tommy dans un état de grande confusion. Il répétait sans cesse son histoire. Il était parti chercher de l'eau, avait rempli son bidon, et lorsqu'il s'était retourné, le camp avait disparu. Il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de farce idiote. Il avait crié
et appelé ses parents, mais personne n'avait répondu. Puis, il avait pris peur et avait suivi un chemin qui, selon lui, le mènerait à la route. Il n'avait pas marché longtemps, peut-être 10 minutes. L'un des policiers, essayant de clarifier la situation, lui a posé une question simple. « Tommy, quel jour sommes-nous aujourd'hui » Sans hésiter, le garçon a répondu « Le 22 août ». À ce moment-là, toutes les personnes de présentes ont compris qu'elles étaient confrontées à quelque chose qui dépassait leur expérience. Elles ont dû dire à l'adolescent, qui venait de perdre son campement, que nous étions déjà fin octobre et que tout le pays le recherchait depuis 2 mois. Lorsque Tommy a entendu cela, il n'arrivait pas à y croire. Il a regardé les policiers, le chauffeur, le calendrier dans leur voiture, et son visage s'est déformé d'horreur et d'incompréhension totale. Pour lui, le monde venait de faire un bond de 2 mois dans le futur. Sa courte promenade pour aller chercher de l'eau s'était transformée en un trou dans le temps, et il se trouvait désormais de l'autre côté. Tommy Nash a immédiatement été emmené à l'hôpital pour un examen complet. Les médecins, sachant que le garçon avait passé 2 mois dans la nature, s'attendaient à constater de l'épuisement, de la déshydratation, des signes d'engelure et des dizaines d'autres problèmes de santé. Les résultats les ont stupéfaits. Le garçon était en parfaite santé. Il n'avait pas perdu 1 gramme. Les analyses sanguines ne montraient aucun signe de malnutrition ou de carence en vitamines. Son tonus musculaire était de normal. Il n'y avait rien sur son corps, à part quelques égratignures récentes qui pouvaient avoir été causées par la marche dans les buissons. Il n'y avait pas de piqûres d'insectes, pas de coupures graves, pas de cicatrices. D'un point de vue médical, il était impossible qu'il ait passé 62 jours dans les forêts de la Sierra Nevada. Son état physique correspondait à son propre récit. Il n'avait été absent que quelques minutes. Les meilleurs psychologues et psychiatres ont travaillé avec lui. Son histoire n'a pas changé d'un iota. Il se souvenait en détail du matin du 22 août, de la route menant au parc et de l'installation du campement. Son souvenir conscient suivant était celui d'être debout près d'un ruisseau, son campement ayant disparu. Les 2 mois manquants n'existaient tout simplement pas pour lui. Il n'y avait ni trou noir, ni image vague dans sa mémoire. Il n'y avait qu'une séquence d'événements fluides et sans rupture, dont une partie considérable du temps avait disparu, un temps que le reste du monde avait vécu. La médecine officielle et les forces de l'ordre devaient en fournir une explication. Le diagnostic était fugue dissociative avec amnésie consécutive. Selon cette théorie, un facteur traumatique inconnu avait plongé Tommy dans un état de conscience altéré. Dans cet état, il aurait vécu pendant 2 mois, survivant tant bien que mal. Puis, lorsque sa conscience était revenue à la normale, son cerveau avait complètement effacé le souvenir de cette période traumatisante. Mais cette théorie, pratique pour les rapports, n'expliquait rien. Elle n'expliquait pas son état physique parfait. Même dans un état de fugue, une personne doit manger, boire et se protéger du froid. Elle n'expliquait pas comment un adolescent de 15 ans vivant en ville, sans équipement ni compétences, avait pu faire cela pendant 2 mois. Plus importante encore, elle n'expliquait pas l'épreuve, la veste à 3 mètres de hauteur et l'argile provenant d'une autre région. Il y avait une autre version, l'enlèvement. Supposément, quelqu'un aurait enlevé Tommy, l'aurait gardé quelque part pendant 2 mois, l'aurait bien nourri et soigné, puis, pour une raison inexplicable, l'aurait rendu. Mais cette version s'est également effondrée. Personne n'a demandé de rançon. La famille Nash n'avait pas d'ennemis. Et encore une fois, pourquoi un ravisseur aurait-il accroché une veste à un arbre? Ce scénario était encore plus absurde que le diagnostic officiel. La seule version qui restait était celle que personne n'osait dire à haute voix, mais à laquelle tout le monde pensait. Et si l'histoire de Tommy était vraie? Et s'il n'avait vraiment disparu que pendant 15 minutes? Et s'il était entré d'une manière ou d'une autre dans un endroit où le temps s'écoule différemment?
un endroit où l'étrange argile s'était déposée sur sa veste, un endroit dont les habitants, après l'avoir ramené, avaient laissé sa veste derrière eux comme un signe étrange que nous ne pouvons pas comprendre. L'affaire Thomas Nash a été classée. Il était rentré chez lui, auprès de sa famille. Mais sa vie n'a plus jamais été la même. Il était revenu dans un monde qui avait continué à tourner. Il a dû renouer avec ses amis et rattraper 2 mois de travail scolaire. Pour tout le monde, il était un miracle, un garçon qui avait survécu. Mais pour lui-même, il était un homme à qui on avait volé 2 mois de sa vie, remplacé par 15 minutes d'horreur et de confusion. Il n'a jamais réussi à se souvenir de ce qui lui était arrivé. Cette histoire n'a pas de solution. Il n'y a que des faits, le temps, le lieu et l'état d'une personne. Et ces faits indiquent que parfois, les frontières de notre réalité deviennent plus minces que nous le pensons. Et dans les forêts, parmi les arbres géants qui se dressaient ici bien avant nous, on peut non seulement se perdre dans l'espace, mais aussi se perdre dans le temps. Le parc national volcanique de la Seine, en Californie, est un endroit où la Terre respire. Ici, des fumerolles sifflantes libèrent de la vapeur des entrailles de la planète. Des mares de boue bouillonnent de soufre en ébullition. Et le sol sous vos pieds n'est peut-être rien d'autre qu'une fine croûte recouvrant un vide brûlant. C'est un paysage à la fois fascinant et dangereux. La plupart des touristes comprennent cette menace et suivent strictement les sentiers rebalisés. Janet Woods le comprenait mieux que quiconque. À 34 ans, elle était une guide expérimentée et connaissait les montagnes comme sa poche. Mais par une journée claire de septembre, sur un sentier près de la zone géothermique de Bumpass Hill, elle a disparu. Son amie s'était détournée pendant seulement 10 minutes. Lorsqu'elle s'est retournée, Janet avait disparu. Les recherches n'ont rien donné, si ce n'est 2 découvertes étranges et inexplicables. Une sangle de sac à dos brûlée à 2 km du site, sans aucun signe d'incendie, et une série d'empreintes de pieds nus sur des roches volcaniques acérées menant nulle part. C'était une promenade facile pour elle. Les 2 femmes étaient en excellente forme physique, et Janet, en particulier, avait une grande expérience de la randonnée. Elle avait guidé des groupes à travers la Sierra Nevada, connaissait les canyons de l'Utah et avait visité plus d'une fois les coins les plus sauvages de la Californie. C'était le genre de personne qui emportait toujours le bon équipement, vérifiait les prévisions météorologiques et ne prenait jamais de risques inutiles. Leur destination était le sentier Bumpass Hill Trail, l'un des plus célèbres du parc. Le sentier est constitué de passerelles en bois, posées au-dessus d'un sol bouillonnant et fumant. Des panneaux d'avertissement sont placés un peu partout, exhortant les visiteurs à rester sur le sentier. Janet et Sarah ont parcouru la majeure partie du chemin, s'arrêtant à une plateforme d'observation surplombant le bassin principal. Le paysage était surréaliste, des dépôts de soufre jaune, des colonnes de vapeur et un grondement sourd provenant du sous-sol. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Elles ont décidé de faire une petite pause. Elles ont retiré leur sac à dos. Sarah, qui aimait la photographie, a décidé qu'un endroit un peu plus haut sur la pente, à environ 30 mètres, offrirait la meilleure vue pour une photo panoramique. Elle en a parlé à Janet. Janet a répondu qu'elle attendrait près des sacs à dos et boirait un peu d'eau. Elle se trouvait sur une partie sûre et bien fréquentée du sentier, loin des zones géothermiques dangereuses. Le reste de l'histoire n'était connu que grâce au récit de Sarah. Elle grimpa sur un petit rebord, sortit son appareil photo et commença à régler l'objectif. Elle se souvient avoir tripoté les réglages pendant quelques minutes, essayant d'obtenir la bonne exposition. Puis elle prit quelques photos. Selon ses estimations, tout ce processus ne lui prit pas plus de 10 à 15 minutes. Elles se restèrent à portée de vue, l'une de l'autre pendant tout ce temps, même si Sarah était concentrée sur son appareil photo.
Quand elle eut terminé et se retourna pour appeler Janet, l'endroit où son amie était assise était vide. Son sac à dos bleu vif avait également disparu. La première pensée de Sarah fut tout à fait banale. Janet avait probablement pris de l'avance sur le sentier ou décidé de retourner au début du parcours pour l'attendre. Sarah l'appela. Il n'y eut aucune réponse. Elle appela plus fort. La seule réponse fut le sifflement des fumerolles et le sifflement du vent. Sarah redescendit à l'endroit où elle s'était arrêtée. Rien. Pas de mots, pas de signe. Elle attendit encore 10 minutes, certaine de voir bientôt Janet arriver vers elle. Mais personne n'apparut. Un léger sentiment de perplexité commença à se transformer en anxiété. Elle marcha un peu plus loin sur le sentier, puis retourna au début du parcours. Elle demanda aux autres randonneurs s'ils avaient donc vu une femme vêtue d'une veste verte et portant un sac à dos bleu. Personne n'avait rien vu. À 4 heures de l'après-midi, Sarah était en état de panique totale. Elle se rendit au poste des gardes forestiers et signala la disparition de son amie. La réaction initiale fut prudente, une randonneuse adulte et expérimentée. Probablement un malentendu, elle s'était simplement croisée. Les gardes forestiers vérifièrent pour le parking. La Subaru argentée de Janet était toujours là. C'était mauvais signe. À la tombée de la nuit, une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée. Des équipes de gardes forestiers et de bénévoles ont commencé à ratisser le sentier Bumpass Hill et les routes adjacentes. La nuit n'a donné aucun résultat. Les recherches aériennes ont été entravées par le terrain accidenté et l'utilisation de caméras thermiques s'est avérée inutile car toute la zone brillait en raison de l'activité géothermique. Un jour s'est écoulé, puis un autre. Les recherches s'étendirent à des zones plus vastes. Le résultat fut nul. Les enquêteurs étaient perplexes. Comment une guide expérimentée pouvait-elle disparaître d'un sentier très fréquenté par temps clair, en moins de 10 minutes, sans laisser la moindre trace? Il n'y avait aucun signe de lutte. Personne n'avait entendu d'appels à l'aide. Les chiens de recherche amenés à l'endroit où Janet avait été vue pour la dernière fois avaient repéré son odeur, mais celle-ci s'était perdue après quelques dizaines de mètres, sur le sentier rocailleux, piétiné par des centaines d'autres touristes. L'hypothèse selon laquelle elle serait tombée dans l'une des fosses de boue a été l'une des premières à être envisagée. Mais cela semblait peu probable. Elle était assise dans un endroit sûr et, pour atteindre la zone dangereuse la plus proche, elle aurait dû quitter délibérément le sentier et marcher sur une distance considérable. De plus, un tel incident aurait très probablement laissé des traces. Un objet tombé, des traces de dérapage, peut-être un cri que d'autres auraient entendu. Mais il n'y avait de rien. Janet Woods et son sac à dos avaient tout simplement disparu. À la fin du 2e jour, le chef de l'équipe de recherche écrivit dans son rapport: « La situation défie toute explication logique. L'absence totale d'indices est sans précédent. » Il ne savait pas encore que le premier indice, et le plus étrange, serait trouvé le lendemain. Le 3e jour des recherches, alors que l'espoir de retrouver Janet vivante s'était presque évanoui, l'une des équipes de recherche qui passait au peigne fin, une zone reculée, à 2 km, au nord du sentier de Bumpass Hill, fit une étrange découverte. Il s'agissait d'une zone difficile d'accès, recouverte d'une forêt clairsemée et de roches volcaniques solidifiées. L'un des volontaires remarqua un petit objet sombre sur le sol. En s'approchant, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un morceau de sangle en nylon avec une boucle en plastique. Sarah Green, à qui on montra la découverte, la reconnut immédiatement. Il s'agissait de la sangle ventrale du sac à dos de Janet. Mais l'état de la ceinture a choqué tout le monde. Elle était gravement brûlée et partiellement fondue. Les bords étaient décarbonisés et la boucle en plastique était déformée par la température élevée. Le plus inexplicable
était que la ceinture gisait sur des aiguilles de pin sèches à des dizaines de mètres des affleurements rocheux les plus proches. Il n'y avait absolument aucun signe d'incendie autour d'elle. Pas de cendres, pas d'herbes brûlées, pas de branches roussies sur les arbres. Il n'y avait pas non plus de traces d'un coup de foudre récent. Une question sans réponse se posait. Comment cette ceinture avait-elle pu brûler ici sans laisser aucune trace de feu autour d'elle? C'était comme si elle avait été brûlée ailleurs, puis apportée et jetée ici. Ou bien elle avait été exposée à une source de chaleur locale extrêmement élevée à cet endroit précis. Aucune de ces deux versions n'avait de sens. Cette découverte a incité les chercheurs à concentrer leurs efforts sur cette zone. Les équipes ont commencé à passer la zone au peigne fin avec une attention redoublée. Et quelques heures plus tard, à environ 300 mètres de l'endroit où la ceinture avait été trouvée, une deuxième découverte encore plus troublante a été faite. Sur une partie dégagée de la pente, recouverte de débris volcaniques aussi coupants que du verre brisé, les chercheurs ont découvert une série d'empreintes. Il s'agissait d'empreintes de pieds nus. Leur taille correspondait à celle des pieds de Janet. Les empreintes étaient lianes et nettes, indiquant que la personne qui les avait laissées était soit très lourde, soit se déplaçait lentement, en appuyant fortement ses pieds cartes sur le sol. Mais l'existence même de ces empreintes était absurde. Pourquoi un randonneur expérimenté, chaussé de solides bottes de randonnée, marcherait-il pieds nus sur des rochers coupants? Marcher pieds nus, ici, serait non seulement douloureux, mais aussi atroce. Chaque pied serait coupé jusqu'à l'os, mais il n'y avait aucune trace de sang près des empreintes. Et, comme dans d'autres cas similaires, cette histoire avait son point de non-retour. Après environ 50 mètres de montée, la chaîne d'empreintes de pieds nus s'arrêtait tout simplement. Elle s'arrêtait sur une zone de terrain plat et dégagé. Il n'y avait aucun signe indiquant que Janet était tombée, s'était assise ou avait essayé de s'agripper à quelque chose. La dernière empreinte de son pied gauche, puis un sol complètement intact. C'était comme si elle avait fait son dernier pas et s'était envolée. Ces deux éléments de preuve, la ceinture brûlée et les empreintes de pieds nus menant nulle part, ont laissé les enquêteurs dans une impasse totale. Ils ne les ont pas aidés à résoudre le mystère. Au contraire, ils les ont conduits dans le domaine de l'irrationalité totale. Le 4e jour, les recherches actives ont été interrompues. Le parc avait été passé au peigne fin et tous les scénarios possibles avaient été explorés. Janet Woods a été officiellement déclarée disparue dans des circonstances inexpliquées. L'affaire n'a jamais été résolue. Elle a rejoint la liste des disparitions étranges et inexpliquées dans les parcs nationaux américains. Que s'est-il passé pendant ces 10 minutes pour Janet Woods? Pourquoi a-t-elle enlevé ses chaussures et marché sur des rochers pointus? Et quelle source de chaleur a transformé la sangle de son sac à dos en un morceau de plastique brûlé sans affecter quoi que ce soit autour? Il n'y a toujours pas de réponse à ces questions. Il n'y a que des faits. La femme a disparu, et les indices qu'elle a laissés défient les lois de la logique et de la physique. L'histoire de Janet Woods nous rappelle de manière sinistre que même dans les endroits les plus étudiés et les plus populaires, il existe des mystères que l'esprit humain ne peut comprendre. Certains rituels relient une personne à la nature. Pour Jack Billings, 52 ans, ce rituel consistait à regarder le lever du soleil. Randonneur expérimenté, il pensait que les premiers rayons du soleil touchant les sommets des montagnes étaient un spectacle qui valait la peine d'être vu. En juillet 1991, lors d'une randonnée dans la chaîne de montagnes Wind River, dans le Wyoming, il quitta sa tente dans la brume, avant l'aube, comme d'habitude, pour faire sa petite promenade. Son frère le vit partir. 40 minutes plus tard, il n'était toujours pas revenu.
Ces empreintes, clairement visibles sur le sentier, menaient vers le haut de la pente et s'arrêtaient simplement sur une parcelle de terrain, plat et sec, comme si l'homme avait été soulevé dans les airs. 23 jours plus tard, à 17 km de là, la seule et dernière découverte fut faite. Sa boussole de poche, gisante au centre d'un cercle parfait d'herbes mortes. Jack Billings ne fut jamais retrouvé. Il était parti à la rencontre de l'aube et semblait y avoir disparu. La chaîne de montagnes Wind River dans le Wyoming n'est pas un endroit pour les débutants. C'est une terre rude et sauvage, avec des pics granitiques, des cirques glaciaires et des milliers de lacs sans nom. Ici, le temps peut changer en quelques 2 minutes, et la civilisation la plus proche est à plusieurs jours de marche. Pour les frères Jack et Mark Billings, c'était leur deuxième maison. Ils parcouraient dans les sentiers depuis 20 ans. Jack, qui avait 52 ans, était le cerveau du duo. Méthodique et prudent, il planifiait chaque itinéraire dans les moindres détails. Mark, de 10 ans son cadet, avait la force et l'endurance. À la fin du mois de juillet 1991, ils installèrent leur campement dans une vallée au pied d'un pic sans nom. C'était le 5e jour de leur randonnée de 2 semaines. Le matin du 6e jour, comme toujours, Jack se réveilla avant tout le monde. Il était 5h30. Le ciel à l'est commençait tout juste à s'éclaircir. Mark, qui s'était également réveillé à cause du froid, vit son frère attacher son coupe-vent léger et vérifier les lacets de ses bottes. « Je vais sur la crête pour regarder le lever du soleil », dit Jack doucement. C'était sa tradition. Il n'emporta avec lui qu'un petit carnet, un stylo et une boussole de poche. Il aimait prendre de brèves notes sur ses promenades matinales. Mark acquiesça et se blottit dans son sac de couchage. Il entendit les pas de son frère s'éloigner. Le campement fut à nouveau plongé dans le silence, seulement rompu par le sifflement du vent. Une 40aine de minutes s'écoulèrent. Le soleil s'était déjà levé derrière les sommets lointains, inondant la vallée d'une lumière dorée. Jack aurait déjà dû être de retour. Mark sortit de la tente pour allumer le réchaud à café. Il regarda la crête, s'attendant à voir la silhouette de son frère descendre. Mais elle était vide. 1 heure passa. Mark commença à s'inquiéter. Jack était aussi ponctuel qu'une horloge. Ce n'était pas son genre d'être en retard. Mark prit sa radio portable et appela son frère. « Jack, c'est Mark, réponds !» Il n'entendit que des parasites. Il essaya plusieurs fois. Le résultat fut le même. Son inquiétude se transforma alors en véritable alarme. Peut-être s'était-il foulé la cheville? Était-il tombé? Mark décida de suivre ses traces. Elles étaient parfaitement visibles dans l'air pur du matin sur le sentier poussiéreux. Les empreintes de bottes de Jack menaient de la tente jusqu'à la pente, le long d'un sentier bien tracé par les animaux. Mark marcha rapidement, regardant attentivement autour de lui. Il marcha environ 1 kilomètre, atteignant presque la crête. Là, le sentier menait à un petit plateau plat, une zone plane et sèche, recouverte de fines poussières et de cailloux. Et là, il se passa quelque chose que Mark Billings n'oublierait jamais de toute sa vie. Les empreintes de son frère arrivaient au milieu de cette zone et s'arrêtaient. Elles n'étaient ni effacées, ni tournées sur le côté. La dernière empreinte nette de la botte droite, puis de la poussière absolument plate et intacte. Mark fit plusieurs fois le tour de l'endroit. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace d'animal, aucun éboulis ni fissure dans le sol où l'on aurait pu tomber. Aucun signe indiquant que son frère avait essayé de s'arrêter, de faire demi-tour ou de courir. Les traces s'arrêtaient, tout simplement. C'était comme si Jack avait fait un pas et s'était évaporé dans les airs. Horrifié, Mark se précipita vers le campement. Il essaya à plusieurs reprises d'appeler quelqu'un à la radio, mais dans cette région sauvage, c'était inutile. En 1991, les touristes ordinaires n'avaient pas de téléphone satellite. Il comprit qu'il allait devoir trouver lui-même le chemin vers la civilisation. Après avoir rassemblé le strict minimum,
Il quitta le campement sans rien y toucher. Il entama alors une descente pénible de 2 jours vers le poste de garde forestier le plus proche. Quand il raconta enfin son histoire, épuisé et effrayé, ils le regardèrent avec incrédulité. Mais la disparition d'une personne à Wind River est une affaire sérieuse. Une opération de recherche et de sauvetage fut immédiatement organisée. Un jour plus tard, l'équipe de garde forestier, accompagnée de Mark, a atteint le campement abandonné. Ils ont ensuite suivi les traces de Jack jusqu'au plateau. Un pisteur expérimenté de l'équipe a confirmé les dires de Mark. La scène était inexplicable. Le lendemain, des maîtres chiens accompagnés des meilleurs chiens de recherche ont été amenés au campement. La chienne a suivi avec assurance la trace de Jack depuis la tente. Il a guidé le groupe avec précision le long de la chaîne de ses traces, reniflant avidement le sol. Mais lorsqu'elle a atteint le milieu du plateau aride, elle s'est arrêtée brusquement. Elle a gémi, a rentré sa queue entre ses pattes et a commencé à tourner en rond. La piste avait disparu. L'odeur de l'homme qui s'était trouvé là s'était tout simplement évaporée à un endroit précis. Pour toutes les personnes présentes, c'était une confirmation effrayante. Quelque chose s'était produit qui dépassait le cadre de leurs nombreuses années d'expérience. Les opérations de recherche dans la chaîne de montagnes Wind River ont duré plus de 3 semaines. Ce fut l'une des recherches les plus importantes de l'histoire du Wyoming. Des dizaines de sauveteurs, de bénévoles et plusieurs hélicoptères ont ratissé des centaines de kilomètres carrés de territoire. L'épicentre des recherches était le plateau même où les traces s'arrêtaient. Les sauveteurs ont examiné chaque rocher, chaque fissure dans les rochers. Mais ils n'ont rien trouvé. Pas un morceau de tissu, pas un carnet tombé, pas une trace de sang. Jack Billings avait disparu sans laisser de traces. Peu à peu, les recherches ont été interrompues. Jack a été officiellement déclaré disparu, présumé mort à la suite d'un accident. Mais dans leur conversation privée, les sauveteurs ont admis qu'ils n'avaient jamais rencontré un cas comme celui-ci auparavant. L'histoire des traces menant nulle part est devenue leur folklore interne, une légende sombre racontée aux nouvelles recrues. Puis, le 23e jour après la disparition de Jack, alors que l'équipe de sauvetage principale avait déjà quitté la zone, un autre événement étrange s'est produit. 2 géologues menant des recherches dans une partie complètement différente et éloignée de la crête, à environ 17 km en ligne droite du lieu de la disparition, tombèrent sur une anomalie. Ils se trouvaient au sommet d'un vieux rocher érodé, auquel aucun sentier ne menait. L'endroit était sauvage et rarement fréquenté. Sur le sommet plat de ce rocher, ils virent un cercle presque parfait d'environ 1 mètre de diamètre. À l'intérieur de ce cercle, toute la végétation clairsemée, herbes et lichens, était morte, sèche et brune, alors que tout autour était vert. Cela ne ressemblait pas au reste d'un feu de camp. La terre n'était pas brûlée, elle semblait plutôt desséchée, dépourvue de vie. Mais le plus frappant se trouvait au centre de ce cercle. Là, sur la roche nue, gisait un petit objet métallique qui brillait au soleil. En s'approchant, les géologues se rendirent compte qu'il s'agissait d'une vieille boussole de poche en laiton. Elle était intacte et semblait avoir été soigneusement placée là. Il n'y avait aucune trace autour. Les géologues signalèrent leur découverte par radio. Lorsque la boussole fut rapportée à la base, elle fut montrée à Mark Billings. Il la reconnut immédiatement. C'était la boussole de son frère, celle que Jack avait toujours dans sa poche. Cette découverte n'apporta aucune réponse. Elle souleva encore plus de questions. Comment la boussole de Jack avait-elle atterri à 17 km de l'endroit où il avait disparu, dans une zone pratiquement inaccessible? Comment s'était-elle retrouvée au centre d'un cercle parfaitement plat d'herbes mortes? Qu'était ce cercle? Était-ce un effet secondaire de ce qui était arrivé à Jack? Ou s'agissait-il d'une sorte de message?
Aucune de ces questions n'a jamais trouvé de réponse. Aucun autre effet personnel, ni aucune autre trace de Jack Billings n'ont été retrouvés. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire a été officiellement classée, mais le mystère demeure. Et voilà, 3 histoires, 3 tragédies, et pas une seule réponse. Une veste dans un arbre, de l'argile étrangère, une ceinture brûlée, des traces de pas nus, des traces de qui disparaissent sur le plateau, une boussole dans un cercle d'herbes mortes. Chaque détail semblait délibérément couper l'herbe sous le pied des enquêteurs, ne laissant que l'horreur glaciale et la prise de conscience que des forces dépassant l'entendement humain étaient à l'œuvre dans ces lieux. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à écrire dans les commentaires laquelle de ces histoires vous a semblé la plus inexplicable. D'autres mystères et disparitions vous attendent. Ne les manquez pas. Imaginez une journée ensoleillée, un sentier sécurisé dans un parc national, des dizaines de témoins autour. Vous souriez à un passant et continuez votre chemin, et personne ne vous reverra jamais. C'est ainsi que Julie Taylor, une enseignante du Montana, a disparu. Son corps a été retrouvé plus tard sur une corniche inaccessible qu'elle n'aurait pas pu atteindre seule. Et maintenant, un homme qui avait eu peur des hauteurs toute sa vie. Martin Sloan s'était rendu à un ruisseau dans les Great Smoky Mountains pour aller chercher de l'eau. 12 jours plus tard, il a été retrouvé mort dans une grotte sur une falaise de 5 mètres qu'il n'aurait jamais osé escalader de son vivant. Les sauveteurs ont juré qu'ils avaient de vérifier la grotte les premiers jours et qu'elle était vide. Et enfin, il y avait l'étudiant Aaron Beck. Il était seulement allé prendre une photo du paysage sur le mont Hood. 6 mois plus tard, son corps a été retrouvé assis sur une arche de pierre, en haut des montagnes, un endroit qu'il n'aurait pas pu atteindre sans équipement. Ses chaussures et ses vêtements étaient en parfait état, comme s'il n'était jamais allé là-bas. 3 personnes différentes, 3 histoires différentes, mais elles ont une chose en commun. Elles ont disparu dans les endroits les plus ordinaires et les plus fréquentés. Ils ont ensuite été retrouvés dans un endroit où aucun être nu humain n'aurait pu se rendre seul. Coïncidence, erreur, ou preuve qu'il existe dans les parcs nationaux des forces que nous ne pouvons expliquer? Julie Taylor n'était pas du genre à prendre des risques inconsidérés. Âgée de 43 ans, elle était enseignante dans une école primaire de Bozeman, dans le Montana. Ses collègues et amis la décrivaient même comme une personne responsable, méthodique et calme. Elle aimait la nature et passait souvent ses vacances à faire de la randonnée, mais choisissait toujours des itinéraires connus et bien balisés. Elle n'était ni alpiniste ni adepte des sports extrêmes. Pour elle, la randonnée était un moyen d'être au calme et de profiter de la beauté des paysages. Début juillet 1996, elle est arrivée dans le Colorado pour une semaine de vacances. Sa destination était le parc national des Montagnes Rocheuses. Par un mardi clair et chaud, le 2 juillet, elle a décidé de parcourir le sentier Emerald Lake Trail. C'est l'un des itinéraires les plus célèbres du parc. Un sentier pittoresque d'un peu plus de 5 km de long, qui longe 3 lacs de montagnes cristallins. En plein été, il est toujours bondé de familles, avec enfants, de touristes et de photographes. Ce n'est pas le genre d'endroit sauvage où l'on peut facilement se perdre. Le matin, Julie a garé sa voiture sur le parking situé au départ du sentier. Elle portait des vêtements de randonnée confortables, de bonnes chaussures et un petit sac à dos qui, comme on l'a découvert plus tard, contenait 2 bouteilles d'eau, des sandwichs, une pomme, une carte et une veste légère. Elle était prête pour une journée de marche classique.
La dernière personne à l'avoir vue vivante était un témoin dont le témoignage s'est avéré crucial dans cette affaire. Il s'agissait d'un photographe amateur qui avait installé son trépied sur une plateforme d'observation surplombant le lac Dream, situé à mi-chemin du sentier. Vers 11 heures, Julie s'est approchée de la plateforme. Le photographe se souvient qu'elle semblait paisible et heureuse. Ils ont échangé quelques mots sur le beau temps et le paysage. Elle restait y rester quelques minutes à admirer la vue, puis a poliment remercié le photographe pour cette brève conversation, s'est retournée et a continué à remonter le sentier en direction du lac Emerald. Il l'a regardé s'éloigner et y était retourné à son appareil photo. C'est la dernière fois que Julie Taylor a été vue. De l'endroit où elle alla parler au photographe à la destination finale du sentier, le lac Emerald, il n'y avait pas plus de 22 minutes de marche. Il n'y a qu'un seul sentier, bien tracé, sans bifurcation. De chaque côté, il y avait des pentes raides et une forêt dense. Des dizaines de personnes marchaient sur ce sentier ce jour-là. Cependant, aucune des personnes interrogées par la suite ne se souvenait avoir vu une femme seule, vêtue d'un coupe-vent bleu, marcher vers elle ou passer à côté d'elle. L'alerte a été donnée le lendemain. Julie n'était pas revenue au motel où elle avait réservé une chambre. Le gérant, sachant qu'elle voyageait seule et se souvenant qu'elle allait faire une randonnée, a contacté le service du parc. Les gardes forestiers ont rapidement localisé sa voiture sur le parking. C'était de mauvais augure. Une opération de recherche a été immédiatement lancée. Au début, les gardes forestiers étaient optimistes. Les disparitions sur un sentier aussi fréquenté et facile se terminent généralement rapidement. Le randonneur s'est foulé la cheville et s'est éloigné de quelques mètres du sentier, ou a eu un vertige. Les équipes d'hommes de secours ont méthodiquement ratissé chaque mètre du sentier et des environs. Ils ont regardé sous chaque rocher et chaque buisson, mais ils n'ont rien trouvé. Les recherches s'étendirent. Des hélicoptères et des maîtres chiens furent appelés en renfort. Mais même cela ne donna aucun résultat. Les chiens perdirent la piste sur le sentier, où se mêlaient dans les odeurs de centaines d'autres randonneurs. Rien n'était visible depuis les airs dans la forêt dense et sur les pentes rocheuses. Une semaine passa. Les recherches se poursuivirent, mais l'espoir s'amenuisait. Les sauveteurs et les enquêteurs étaient complètement déconcertés. C'était illogique. Une personne ne peut pas simplement disparaître d'un sentier en plein milieu de la journée sans laisser la moindre trace. Aucun objet tombé, aucune empreinte de pas au sol, aucun témoin. L'affaire Julie Taylor était en train de devenir l'une de ces histoires que les gardes forestiers se racontent entre eux lors de soirées tranquilles, une histoire sur le fantôme de la montagne. Après 2 semaines, n'ayant trouvé aucune piste, la phase active des recherches a dû être interrompue. 3 semaines après la disparition de Julie, alors que les recherches officielles avaient déjà été suspendues, un événement vint bouleverser toute l'affaire. Un pilote d'hélicoptère, effectuant un vol de routine au-dessus du parc pour surveiller la faune sauvage, survolait le massif rocheux qui domine le lac Dream. Il jeta un coup d'œil sur la paroi granitique abrupte et remarqua quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, une petite tache colorée. Il descendit pour mieux voir et se rendit compte qu'il s'agissait d'un corps humain allongé sur une étroite corniche. Les coordonnées furent transmises au sol. Une équipe de secours en montagne exceptionnelle fut appelée pour évacuer le corps. L'endroit où se trouvait le corps était pratiquement inaccessible. Il s'agissait d'une corniche rocheuse, étroite, d'à peine plus d'1 mètre de large, sur une paroi abrupte. Elle n'était accessible qu'avec du matériel d'escalade, en descendant depuis le sommet à l'aide de cordes. Il n'y avait aucun moyen de monter depuis le bas, seulement une paroi de granit lisse de plusieurs centaines de mètres de haut. Lorsque les sauveteurs sont descendus sur la corniche, ils ont trouvé le corps de Julie Taylor.
La scène qu'ils ont découverte était surréaliste et effrayante dans sa sérénité. Julie était allongée sur le dos, les bras repliés le long du corps. Ses yeux étaient fermés. Son visage arborait une expression calme, presque paisible. Son sac à dos était posé à côté d'elle. Ses vêtements et son corps ne présentaient aucune blessure visible, aucune fracture, aucune écorchure, aucune contusion, ce qui aurait été inévitable même après une chute d'une faible hauteur. L'un des sauveteurs a déclaré plus tard dans un rapport non officiel qu'il avait l'impression que quelqu'un l'avait placé là avec beaucoup de soin. L'examen du sac à dos n'a fait qu'ajouter au mystère. 2 bouteilles d'eau étaient presque vides. Sa nourriture, des sandwichs et une pomme, n'avaient pas été touchées. Cela réfutait complètement la théorie selon laquelle elle s'était perdue et avait erré dans les montagnes pendant longtemps. Elle n'était pas morte de faim ou de soif. Le corps a été évacué avec beaucoup de difficultés et envoyé pour examen. Le rapport du médecin légiste a été le coup de grâce aux explications logiques. La cause du décès a été répertoriée comme étant l'hypothermie, un refroidissement excessif. La nuit, dans les montagnes, même en été, la température peut descendre jusqu'à 0. Mais le rapport soulignait spécifiquement l'absence totale de blessures antérieures au décès. Il n'y avait aucun signe de chute, de lutte ou de violence. Les enquêteurs se sont retrouvés face à une série de faits impossibles. Une femme sans équipement d'escalade s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre sur une corniche rocheuse, inaccessible à 300 mètres au-dessus du sentier. Elle n'est pas tombée là et n'y était pas montée elle-même. Elle est morte d'hypothermie alors qu'elle avait de la nourriture, de l'eau et une veste chaude dans son sac à dos. La version officielle qui a finalement été annoncée était absurde. Pourtant, c'était la seule que les autorités pouvaient proposer. Mort à la suite d'un accident causé par une désorientation soudaine. Cette formulation n'expliquait rien. Elle ne répondait pas à la question centrale. Comment est-elle arrivée là? L'affaire Julie Taylor reste non résolue. Elle est devenue l'un des mystères les plus étranges de l'histoire du parc national des montagnes rocheuses. Il n'y avait ni criminel, ni accident apparent. Il n'y avait qu'une mort tranquille et paisible dans un endroit où personne n'aurait pu se trouver. L'histoire de sa disparition et de sa découverte nous rappelle de manière sinistre que les montagnes recèlent des secrets qui dépassent largement notre compréhension, et que parfois, les choses les plus effrayantes ne sont pas celles qui peuvent en être expliquées, mais celles pour lesquelles il n'y a tout simplement aucune explication. Le parc national des Great Smoky Mountains est l'une des zones sauvages les plus visitées des États-Unis. Mais ses forêts denses et ses vallées brumeuses savent garder des secrets. À l'automne 1996, le biologiste Martin Sloan, un homme qui avait consacré sa vie à l'étude de la nature, est devenu partie intégrante d'un de ces mystères. Il a quitté sa tente pour aller chercher de l'eau dans un ruisseau et n'est jamais revenu. 12 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un endroit qui défie toute logique. Dans une petite grotte, à près de 5 mètres de hauteur, sur une falaise abrupte. Il était impossible de s'y rendre sans équipement, surtout pour un homme qui, selon sa femme, avait le vertige. Mais ce n'est pas le plus terrifiant dans cette histoire. Le plus effrayant, c'est que les sauveteurs qui l'ont retrouvé ont juré avoir déjà inspecté cette grotte dès les premiers jours des recherches. Et à ce moment-là, elle était vide. Martin Sloan avait 56 ans et était scientifique. En tant que biologiste, il avait l'habitude d'observer, d'analyser et de trouver des explications rationnelles à tout ce qu'il voyait. Il ne croyait pas aux superstitions et n'était pas enclin à paniquer. Pour lui, la nature n'était pas un élément hostile,
mais un système complexe mais connaissable. Lui et sa femme, Eleanor, avaient dépassé des décennies ensemble à voyager et à camper dans divers coins du pays. C'étaient des touristes expérimentés qui savaient comment se comporter dans la nature. Martin avait un secret que seuls ses amis les plus proches connaissaient. Il souffrait d'acrophobie, une peur intense des hauteurs. Ce n'était pas seulement une légère nervosité. Selon Eleanor, il ne pouvait pas se tenir au bord d'une falaise. Il se sentait physiquement malade sur les ponts élevés et il n'aurait jamais grimpé volontairement, même sur un rocher bas. Ce fait est essentiel pour comprendre l'absurdité de ce qui s'est passé. Le 14 septembre 1996, Martin et Eleanor ont planté leur tente dans l'un des campings, situés au cœur du parc. L'endroit était calme, mais pas complètement isolé. La soirée s'est déroulée paisiblement. Ils ont dîné assis près d'un petit feu et ont discuté de leurs projets pour le lendemain. Vers 21h, alors qu'il faisait déjà complètement nuit, ils se sont retrouvés à court d'eau potable. Le ruisseau était tout proche, son murmure clairement audible. Martin a pris une lampe torche et un bidon vide et a dit à sa femme qu'il serait de retour dans 5 minutes. Eleanor a vu le faisceau de sa lampe torche disparaître derrière les arbres. Elle est restée près de la tente, lisant un livre à la lumière de sa lampe torche. 10 minutes passèrent, puis 15. Martin ne revenait pas. Eleanor posa son livre et l'appela. En réponse, il n'y eut que le bruissement des feuilles et le bruit du ruisseau. Elle cria plus fort. Silence. Un sentiment froid et désagréable commença à grandir en elle. Elle prit sa lampe torche et marcha le long du chemin menant au ruisseau. Elle ne trouva rien sur la rive. Ni Martin ni les bidons n'étaient là. Toute la nuit, elle a fouillé frénétiquement la forêt voisine, appelant son mari jusqu'à en perdre la voix. À l'aube, épuisée et effrayée, elle a réussi à atteindre le poste des gardes forestiers et à signaler sa disparition. Les opérations de recherche ont immédiatement commencé. Les gardes forestiers et les bénévoles ont commencé à ratisser la zone. Le scénario était classique. L'homme avait probablement glissé dans l'obscurité près du ruisseau, était tombé dans un ravin et était incapable d'en sortir. Les équipes ont méthodiquement fouillé chaque mètre du sol, le lit du ruisseau et les fourrés. Le deuxième jour des recherches, l'un des groupes le travaillait dans une gorge près du camp de Slonov. L'un des jeunes sauveteurs, suivant les instructions, scrutait toutes les corniches rocheuses et les crevasses avec des jumelles, à la recherche de traces ou de vêtements accrochés. Son attention a été attirée par un trou sombre dans la roche, une petite grotte s'ouvrant à environ 5 mètres au-dessus du sol. Il l'a examinée de près avec ses jumelles. Ne voyant rien de suspect, il a noté dans son journal « crevasse sur le versant nord de la gorge, hauteur environ 5 mètres. Inspecté. Vide ». Cette brève note, rédigée le deuxième jour des recherches, allait devenir plus tard le détail central et le plus effrayant de l'affaire. Les jours passèrent, mais les recherches restèrent vaines. Aucune bombe aérosol, aucune lampe de poche, aucune trace ne fut trouvée. Les chiens perdirent la trace de Martin au bord de l'eau. C'était comme s'il s'était simplement approché du ruisseau et avait disparu. Au bout d'une semaine, l'espoir de le retrouver vivant s'estompa. L'opération se transforma en recherche de son corps. Eleanor, accablée par le chagrin, refusa de quitter le parc. Le 12e jour après sa disparition, l'une des équipes de recherche décida de retracer l'itinéraire initial en réexaminant les points clés le long du chemin. Ils se retrouvèrent dans le même ravin. L'un des sauveteurs, celui-là même qui avait déjà examiné ce rocher, s'arrêta et leva à nouveau ses jumelles. Plus tard, il ne put expliquer ce qui l'avait poussé à le faire. C'était juste une intuition. Il braqua à nouveau ses jumelles sur le trou sombre dans le rocher. Mais cette fois, il lui sembla qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Pour vérifier,
Ils ont dû faire appel à une équipe spéciale. Il était extrêmement difficile d'accéder à la grotte. La paroi rocheuse était presque verticale, sans aucune prise. Les sauveteurs ont dû installer un équipement de sécurité et descendre l'un d'entre eux à l'aide d'une corde depuis le haut. Lorsqu'il a enfin atteint l'ouverture et regardé à l'intérieur, il a envoyé un message radio à la base avec seulement 2 mots. « Je l'ai trouvé ». Martin Sloan gisait dans cette grotte peu profonde, mais la façon dont il était allongé était tout à fait anormale. Il était sur le dos, dans une position parfaitement droite, les bras tendus le long du corps comme un soldat. Ses vêtements étaient propres, sans déchirure ni salissure. Son corps ne présentait aucun signe de chute, de lutte ou de blessure. Il n'y avait pas de sang, ni sur lui, ni sur le sol de la grotte. Son visage était calme. Il n'y avait ni bidon ni torche près de lui. La liquescène donnait l'impression que quelqu'un l'avait amené ici déjà mort et l'avait soigneusement placé dans cette niche rocheuse. Lorsque le sauveteur qui avait trouvé le corps est descendu, il était pâle. Il s'est approché du chef du groupe et lui a dit que c'était impossible. Il était sûr, absolument sûr, que 10 jours auparavant, lorsqu'il avait inspecté cette grotte, elle était vide. Ces paroles ont été confirmées par une entrée dans le journal de bord. Le corps de Martin a été évacué et envoyé pour examen. Le rapport du médecin légiste n'a fait que soulever davantage de questions. La cause du décès était l'hypothermie. L'heure du décès n'a pas pu être déterminée avec certitude, mais on a supposé qu'il était mort plusieurs jours avant la découverte de son corps. Il n'y avait aucun signe de violence, aucune blessure, aucun signe de chute. L'enquête officielle était dans une impasse totale. Les enquêteurs disposaient d'une série de faits qui se contredisaient et allaient à l'encontre du bon sens. Comment un homme souffrant d'une peur panique des hauteurs avait-il pu se retrouver dans une grotte située sur une falaise de 5 mètres? Comment avait-il pu y grimper sans laisser la moindre trace sur la roche, ni éraflure de ses bottes, ni branche de cassé? Pourquoi son corps était-il disposé dans une position aussi étrange et formelle? Et la question la plus cruciale et la plus effrayante: si le premier rapport du sauveteur était correct, où était Martin Sloan pendant les premiers jours des recherches? Et quelle force a placé son corps dans un endroit déjà fouillé et vide? La conclusion officielle était, comme on pouvait s'y attendre, vague et insatisfaisante. Mort à la suite d'un accident dans des circonstances peu claires. Officieusement, parmi les sauveteurs et les gardes forestiers, l'affaire y est devenue légendaire. Une légende sur un homme qui était parti chercher de l'eau et qui était revenu 12 jours plus tard. Il n'était pas revenu à l'endroit où il avait disparu, mais exposé comme une pièce de musée dans une vitrine en pierre où lui-même n'aurait jamais pu ni voulu grimper. En octobre 2008, un groupe d'étudiants de l'université de Portland est parti en randonnée pour le week-end. Il s'agissait d'un événement organisé par le club de randonnée de l'université et dirigé par un instructeur expérimenté. L'un des participants était Aaron Beck, un étudiant de 2e année âgé de 19 ans. Il n'était pas un alpiniste professionnel, mais il aimait la nature et était en bonne forme physique. Pour lui, comme pour les autres, c'était simplement l'occasion de faire une pause dans leurs études et de profiter de la beauté des montagnes en automne. Le groupe a suivi un itinéraire bien connu dans la région du mont Hood. Le temps était typique de l'automne en Oregon, frais, avec une couverture nuageuse variable. Au cours de la journée, alors qu'il se reposait près d'un petit lac de montagne, Aaron a quitté le groupe de tête. Selon les autres étudiants, il a dit qu'il voulait prendre quelques photos depuis un petit affleurement rocheux situé à l'écart du sentier, à une centaine de mètres. L'instructeur lui a donné sa permission, mais lui a dit de ne pas s'attarder et de rester à portée de voix.
c'est la dernière fois qu'il a été vu. 10 minutes plus tard, lorsque le groupe était prêt à repartir, Aaron n'était pas là. L'instructeur l'a appelé par son nom. Il n'y a eu aucune réponse. Ils ont attendu encore 15 minutes, en criant régulièrement, mais seul le silence leur répondait. À ce moment-là, le temps a commencé à se détériorer. Un épais brouillard est descendu du sommet de la montagne, réduisant la visibilité à quelques mètres. Réalisant que la situation devenait dangereuse, l'instructeur a pris la décision difficile de ramener le groupe principal au camp et d'appeler à l'aide. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée le soir même, mais elle était dévouée à l'échec dès le départ. Le brouillard a laissé place à une pluie glaciale, et le lendemain, la première forte chute de neige a frappé la montagne, alors que les prévisions météorologiques n'en annonçaient pas avant une semaine. Les recherches ont dû être interrompues. Le mont Hood s'est recouvert de son manteau hivernal, et tout le monde a compris qu'il ne dévoilerait pas ses secrets avant le printemps. Aaron Beck a été officiellement déclaré disparu. On a supposé qu'il s'était perdu, qu'il avait été surpris par le mauvais temps et qu'il était mort de froid quelque part dans la forêt. C'était une histoire tragique, mais malheureusement typique de cette région. 6 longs mois se sont écoulés. Mai 2009 est arrivé. La neige dans les montagnes a commencé à fondre, révélant le sol, et la colline a rendu ce qu'elle avait pris. Le corps d'Aaron a été découvert par hasard par 2 alpinistes qui empruntaient une voie difficile et peu fréquentée, loin des sentiers touristiques. Ils l'ont aperçu de loin, une silhouette sombre, assise au sommet d'une étroite arche de pierre naturelle qui reliait 2 pics rocheux. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à un spectacle qui défiait toute explication. Aaron Beck était assis sur le rocher, légèrement penché en avant. Ses mains étaient dans les poches de sa veste légère. Ses yeux étaient ouverts et fixaient droit devant lui la vallée en contrebas. Il n'était pas allongé, ni recroquevillé à cause du froid. Il était assis dans une position calme, patiente, comme s'il attendait quelque chose. L'endroit où il avait été retrouvé se trouvait à 8 km du campement du groupe, à une altitude impressionnante de 2600 mètres. Pour y arriver, il fallait traverser plusieurs canyons, une forêt dense, et escalader des pentes rocheuses escarpées. Aaron n'avait ni piolet, ni corde, ni aucun autre équipement d'alpinisme. Même pour un alpiniste expérimenté, un tel parcours aurait été un défi de taille. Pour un étudiant ordinaire, c'était pratiquement impossible. Mais le plus frappant était autre chose. Lorsque le corps a été évacué, les enquêteurs ont examiné ses vêtements et ses chaussures. Ces chaussures de randonnée, qui auraient jamais dû être usées jusqu'à la corde après une marche de 8 km sur un tel terrain, étaient en parfait état. Les semelles ne présentaient pratiquement aucun signe d'usure, et le cuir n'était que légèrement éraflé. Son jean et sa veste n'étaient pas déchirés ni très sales. C'était physiquement impossible. Les preuves indiquaient clairement qu'il n'avait pas marché jusqu'à cet endroit. Le rapport du médecin légiste était prévisible. La cause du décès était l'hypothermie. Le décès remontait à environ 6 mois, peu après sa disparition. Aucune blessure, fracture ou signe de violence n'a été constaté sur le corps. L'enquête officielle a été close, laissant un vide derrière elle. Comment un garçon de 19 ans sans équipement a-t-il pu se retrouver sur une arche rocheuse, inaccessible? Pourquoi ses vêtements et ses chaussures ne portaient aucune trace de ce voyage impossible? Et le mystère le plus important, le plus terrifiant, pourquoi était-il assis? Les victimes d'hypothermie tombent dans l'inconscience, se recroquevillent en position fétale, essayant de se réchauffer. Elles ne s'assoient là pas dans une position d'observateur. Les théories non officielles qui ont émergé après cet incident étaient toutes plus troublantes les unes que les autres.
Certains des sauveteurs qui ont participé à l'opération ont déclaré qu'il semblait avoir été simplement placé ou assis là, comme s'il avait été transporté jusqu'à cette arche par une force inconnue qui n'avait laissé aucune trace. Sa posture n'est pas celle d'une victime, mais d'un témoin. Un témoin de quelque chose qu'il a vu dans ces derniers instants. Et ce sont des histoires comme celle-ci qui nous amènent à nous demander que cachent réellement les parcs nationaux américains. Des personnes disparaissent pris parmi la foule des touristes, reviennent à des endroits autres que ceux où elles sont parties, ou se retrouvent dans des endroits qu'elles n'auraient bien physiquement pas pu atteindre. Les explications rationnelles semblent de plus en plus fragiles, et les mystères ne font que se multiplier. C'est tout pour le moment. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et écrire dans les commentaires quelle histoire vous a le plus terrifié. D'autres cas mystérieux qui n'ont toujours pas trouvé de réponse vous attendent.